Vous en avez assez de vivre de paix en paix et rêver enfin de liberté financière? Découvrez un guide clair et accessible qui vous révèle pas à pas comment investir intelligemment, de la bourse aux cryptos, en passant par l'immobilier, pour bâtir une richesse durable. Bonjour, je suis Samuel Ferron et vous écoutez Investir pour les débutants. Minimiser les risques, maximiser les rendements, développer votre patrimoine et atteignez la liberté financière grâce à la bourse, aux ETF, aux options, aux cryptos, à l'immobilier et plus encore. Mis à votre disposition par United Audiobooks français. J'espère que vous apprécierez mon livre audio. Commençons. Introduction. Même si nous avons comme l'intuition que vous savez ce qu'est l'investissement, définissons d'abord quelques termes. Ensuite, nous verrons comment procéder. Qu'est-ce que l'investissement? Investir consiste à engager des fonds dans l'espoir d'en tirer un bénéfice. Autrement dit, vous placez de l'argent pour générer des revenus et atteindre vos objectifs financiers. Beaucoup de personnes investissent en bourse afin d'atteindre leurs objectifs financiers à long terme, car ce type de placement promet souvent un rendement élevé. Cependant, pour les investisseurs débutants, cela peut sembler intimidant, voire effrayant. Heureusement, il existe de nombreuses options reconnues comme étant les meilleurs investissements pour les débutants, et elles s'adaptent à différents objectifs, budgets et niveaux de tolérance au risque. Si vous débutez, il est normal que l'investissement vous paraisse complexe. Pourtant, c'est une étape essentielle pour faire croître votre patrimoine et épargner en vue de divers objectifs financiers. Ne vous inquiétez pas trop de savoir si le moment est parfait pour commencer à investir, car vous traverserez inévitablement différentes conjonctures de marché au fil du temps. Cela dit, avant d'investir, il est crucial de bien connaître votre tolérance au risque. Certains placements sont plus risqués que d'autres, et vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises après avoir engagé votre argent. Réfléchissez à votre capacité à vous passer de la somme investie pendant plusieurs années, voire davantage. Quel que soit le type d'investissement choisi, vous confiez en quelque sorte votre argent à une entreprise, un gouvernement ou une autre entité, dans l'espoir qu'elle vous le rende avec un surplus. En général, les gens investissent avec un objectif bien précis, la retraite, les études de leurs enfants, l'achat d'un logement, etc. Investir n'est pas la même chose que trader ou épargner. L'investissement est généralement associé à une mise de fonds sur le long terme, contrairement au trading, qui implique des opérations fréquentes sur les marchés. Épargner est plus sûr qu'investir. Les investissements ne garantissent pas un retour, contrairement à certaines formes d'épargne. Si vous cachez votre argent sous votre matelas sans l'investir, vous ne disposerez jamais de plus que ce que vous avez mis de côté. C'est pourquoi de nombreuses personnes choisissent d'investir leur argent. Il existe de nombreuses formes d'investissement, et ce livre les abordera toutes. Le fait que vous lisiez ce livre montre que vous souhaitez comprendre les bases de l'investissement. Nous y présenterons les options les plus courantes, mais un conseiller financier pourra aussi vous guider dans le choix des meilleures stratégies et vous accompagner lors de vos premiers investissements. Chapitre 1. Introduction à l'investissement. Pour faire simple, investir peut vous aider à réussir dans la vie. Cela peut être essentiel pour développer votre valeur au fil du temps et garantir l'avenir que vous souhaitez pour vous et votre famille. Cela pourrait même vous permettre de gagner de l'argent pendant votre sommeil. Il ne fait aucun doute qu'apprendre à comprendre un tel mécanisme en vaut la peine. Mais quand on débute, cela peut faire beaucoup à assimiler. Il y a une multitude d'options, un vocabulaire et des concepts inconnus, ainsi que des conseils parfois contradictoires et difficiles à interpréter. De plus, cela peut être stressant, car il s'agit de mettre votre argent en jeu. Cependant, ce n'est pas parce que cela peut être complexe que cela doit l'être. Pour commencer à investir, il vous suffit de prendre quelques décisions clés. Décomposons tout cela ensemble. Mais avant, voyons les bases. Pourquoi investir? Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il est essentiel d'investir votre argent. Vous souhaitez gagner de l'argent pour réaliser vos projets futurs, faire face aux imprévus ou à une perte d'emploi, voire les deux. Il est également important de tirer parti des intérêts composés tout en prenant en compte l'inflation, afin d'éviter que votre argent ne perde de sa valeur avec le temps. Enfin, si vous envisagez de prendre votre retraite un jour, l'investissement peut vous aider à atteindre cet objectif. Voyons ensemble quelques-unes des raisons pour lesquelles investir est si important.
Création de patrimoine. Le mot patrimoine peut signifier différentes choses selon les personnes. Il peut s'agir d'un certain montant sur votre compte en banque ou d'objectifs financiers que vous vous êtes fixés. Dans tous les cas, l'investissement peut vous aider à progresser. Que vous souhaitiez rembourser vos dettes, financer les études de votre enfant, acheter une maison, lancer une entreprise ou épargner pour la retraite, investir peut vous permettre d'atteindre vos objectifs plus rapidement que si vous laissiez simplement votre argent dormir sur un compte bancaire. Investir peut accroître votre patrimoine, c'est-à-dire la valeur de l'ensemble de vos biens. Créer un patrimoine est un objectif à long terme qui vous sera bénéfique. Grâce à l'investissement, vous pouvez bâtir un héritage financier et transmettre un patrimoine intergénérationnel. En plus d'offrir une base financière solide à vos enfants, transmettre un patrimoine peut contribuer à réduire les inégalités économiques qui touchent de nombreuses communautés. Les intérêts composés. L'un des grands avantages de l'investissement réside dans les intérêts composés. Il s'agit des intérêts que vous gagnez non seulement sur l'argent que vous avez investi, mais aussi sur les intérêts accumulés précédemment. C'est ce qu'on appelle parfois les intérêts sur les intérêts. Les intérêts composés permettent une croissance accélérée du patrimoine. Par exemple, si vous investissez 50 € par mois pendant 15 ans, votre apport total sera de 9 000 €. En supposant un rendement annuel de 10%, les intérêts composés pourraient y faire passer cette somme à plus de 19 000 € sur la même période. Protégez votre argent contre l'inflation. L'inflation désigne la hausse générale des prix des biens et services au fil du temps. Si les prix augmentent, votre argent permet d'acheter moins de choses qu'auparavant. Même si vous épargnez, une forte inflation sur 30 ou 40 ans pourrait considérablement réduire la valeur réelle de votre argent. Investir est un moyen de lutter contre l'inflation. Si vos rendements dépassent le taux d'inflation, la valeur réelle de votre argent augmentera avec le temps. La retraite. Si vous prévoyez de prendre votre retraite un jour, il vous faudra un capital conséquent pour subvenir à vos besoins après l'arrêt de votre activité professionnelle. Investir peut vous aider à combler l'écart entre vos économies et ce dont vous aurez besoin pour vivre pendant les 20 à 30 années de retraite. En partant de votre objectif d'épargne pour la retraite, vous pouvez établir une stratégie d'investissement adaptée, réfléchir à l'âge auquel vous souhaitez partir à la retraite, à votre mode de vie souhaité et aux dépenses à venir vous permettra de déterminer le montant à atteindre. Vous pourrez alors élaborer un plan d'investissement qui concilie votre situation financière actuelle et vos objectifs de retraite. Idées reçues et mythes courants sur l'investissement. Certaines des idées fausses les plus répandues sont difficiles à distinguer de la réalité, car elles semblent crédibles ou proches de la vérité. Vous êtes perdu? Voici un exemple. Une mère demande à son fils s'il a terminé ses devoirs. J'ai fini l'exercice 2, répond-il. Bien que cette réponse soit techniquement vraie, elle ne répond pas vraiment à la question. Même s'il dit la vérité, il induit sa mère en erreur, car l'exercice 2 n'est qu'une petite partie de l'ensemble des devoirs. Il en va de même pour les mythes liés à l'investissement. Avec ses nombreux facteurs à considérer et ses multiples incertitudes, il est facile d'être piégé par de fausses idées. Ces malentendus ou demi-vérités amènent souvent les investisseurs à prendre de mauvaises décisions. Ainsi, pour devenir un bon investisseur, il est essentiel de savoir faire la distinction entre mythe et réalité. Voici les 7 idées fausses les plus courantes sur l'investissement. Pour éviter de tomber dans le piège. Mythe numéro 1. C'est trop risqué. Oui, tout investissement comporte des risques. C'est pourquoi on ajoute toujours la mention « Vous pourriez ne pas récupérer la totalité de votre mise ». Mais trop risqué? Pour répondre à cela, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le risque. On peut classer tous les investissements selon une échelle de risque. À une extrémité, les investissements très volatiles, comme les paris spéculatifs. Ils ne sont pas faits pour les personnes sensibles, car la valeur peut fluctuer énormément. Vous pouvez gagner gros ou tout perdre. Ce type d'investissement n'est pas recommandé. À l'autre extrémité, on trouve des placements très prudents. Même s'ils comportent un certain risque, leur valeur varie peu. Vous bénéficiez alors d'un parcours plus stable et prévisible. Il existe des investissements pour tous les profils de risque, du plus conservateur au plus audacieux. Ce qui compte, c'est de comprendre les risques encourus
et leur évolution possible dans le temps. Vous pourrez ainsi déterminer le niveau de risque qui vous convient. Pourquoi prendre un risque? Parce que cela peut offrir un meilleur potentiel de rendement que l'épargne traditionnelle. Mythe numéro 2. Il faut être riche. Même si cela était vrai par le passé, vous pouvez aujourd'hui commencer à investir avec bien moins d'argent qu'on ne le pense. Et c'est devenu plus simple que jamais grâce aux applications mobiles, plateformes de fonds en ligne et conseils d'investissement numériques. Par exemple, certains établissements permettent de démarrer avec une contribution unique de 50 euros à condition de détenir un compte épargne actif. Des conditions d'éligibilité supplémentaires peuvent non s'appliquer. Notez qu'il peut y avoir des frais, tels qu'une commission annuelle de 0,25% par trimestre, ainsi que des frais de gestion courants à hauteur de 0,25% de la valeur de votre portefeuille. Vous aurez toujours accès à un détail clair de ces frais avant toute souscription. Mythe numéro 3. Il faut bloquer son argent. Vous avez peut-être entendu dire il faut conserver son investissement pendant au moins 5 ans ou un placement est un engagement à moyen ou long terme. Cela signifie seulement qu'un horizon long permet de mieux absorber les aléas. Mais cela ne veut pas dire que votre argent est physiquement bloqué. La plupart des investissements n'imposent ni blocage ni frais pour les retraits. Vous pouvez généralement récupérer votre argent quand vous le souhaitez. Toutefois, un placement n'est pas d'un compte épargne. Retirer vos fonds trop tôt peut impacter négativement vos résultats. Évitez de devoir vendre en période de baisse, car vos actifs pourraient se valoir moins que ce que vous avez investi. Avant de vous lancer, pensez à constituer une réserve de 3 à 6 mois de dépenses. Ainsi, si votre voiture tombe en panne pendant une crise boursière, vous pourrez la réparer sans puiser dans vos investissements. Cela laisse le temps au marché de se stabiliser. Mythe numéro 4. Il faut être un professionnel. Si vous investissez dans des actions individuelles, il faut faire ses recherches et suivre les marchés. En effet, si l'entreprise en question connaît des difficultés, vous pourriez perdre de l'argent. De nombreux facteurs, comme l'économie globale, les taux d'intérêt ou l'offre et la demande, influencent le prix des actions. Mais acheter des actions n'est pas la seule option. Si vous débutez, les fonds peuvent être une bonne solution. Ils fonctionnent comme un panier d'investissement prêt à l'emploi, répartissant votre argent entre plusieurs actifs. Autrement dit, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Les fonds permettent de réduire les risques, car les mauvaises performances d'un actif peuvent être compensées par les bonnes performances d'un autre. Ce principe s'appelle la diversification. Le meilleur, ces fonds sont gérés par des professionnels. Vous déléguez les décisions d'investissement à un gestionnaire expérimenté, qui est rémunéré via des frais prélevés directement sur votre investissement. Mythe numéro 5. Il faut suivre ses placements tous les jours. Vous pensez devoir surveiller les marchés en permanence? Vous avez sans doute mieux à faire de votre temps. C'est pour cela que les portefeuilles préconstruits sont une excellente solution. Ils sont gérés de manière experte afin de rester adaptés à votre niveau de risque. Une fois votre portefeuille choisi, vous pouvez l'oublier un moment et y jeter un œil de temps en temps. Même si vous optez pour des actions et une stratégie active, il n'est pas nécessaire de suivre le tout au quotidien. La plupart des plateformes proposent des alertes de prix. Vous serez notifié si un titre dépasse ou descend en dessous d'un certain seuil. Mythe numéro 6. Il faut savoir quand acheter. Beaucoup pensent qu'il faut acheter au plus bas et vendre au plus haut pour gagner en bourse. Mais anticiper ces mouvements demande du temps, de l'expertise et beaucoup de chance. De très nombreux facteurs influencent les marchés, ce qui rend toute prédiction très aléatoire. Ce qui compte vraiment, c'est de commencer tôt et de rester investi le plus longtemps possible. Il y aura des baisses, parfois des années difficiles. Mais si vous évitez de vendre en période de crise, voire mythe 3, vous avez de bonnes chances de traverser les tempêtes. Réfléchissez à votre horizon d'investissement. Plus il est long, plus vous pouvez absorber les fluctuations. À 5 ans de la retraite, il vaut mieux être prudent. Mais avec 10 ans ou plus devant vous, vous pouvez être plus audacieux. Si vous avez des doutes, consultez un conseiller financier. Des frais et conditions d'éligibilité peuvent s'appliquer. Mythe numéro 7. C'est un moyen facile de s'enrichir. Des influenceurs sur les réseaux sociaux prétendent qu'il est facile de gagner de l'argent grâce à des opérations risquées. N'y croyez pas. Rappelez-vous la bulle Internet à la fin des années 1990 ou la volatilité des crypto-monnaies ces dernières années.
Les marchés favorisent en général les investisseurs de long terme. Il faut de la discipline, de la patience et du sang-froid, pas de l'impulsivité, pour permettre à vos placements de fructifier. Chapitre 2. Construire une base financière solide. Si établir vos priorités financières vous semble une tâche intimidante, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes repoussent la gestion de leurs finances tout simplement parce qu'elles ne savent pas par où commencer. Faut-il souscrire une assurance vie ou maximiser son épargne retraite? Dois-je donner la priorité à l'achat d'un logement ou au financement des études de mon enfant? Pour mieux s'organiser, il est utile de diviser les objectifs financiers en segments plus petits et plus faciles à gérer. En élaborant une feuille de route financière pour vous et votre famille, tenez compte des éléments suivants. Fixez des objectifs financiers réalistes. Si fixer des priorités financières vous semble décourageant, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens repoussent la gestion de leur argent parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Faut-il souscrire une assurance vie ou maximiser son épargne retraite? Prioriser l'achat d'un logement ou le financement des études de ses enfants? Tout objectif financier implique une stratégie de gestion de vos ressources. Vous pouvez vous fixer des objectifs à court terme, comme épargner 1000 euros, ou à long terme, comme investir en vue de la retraite. Il est bon d'avoir des objectifs dans tous les domaines de votre vie, mais des objectifs financiers clairs vous permettent d'agir concrètement. Impossible de parler d'objectifs financiers sans évoquer les baby steps, ces étapes simples conçues pour rendre la planification financière plus accessible. Prendre des décisions financières, c'est parfois aussi compliqué que de choisir un film sur Netflix. Il y a trop d'options et chacun a son avis. Faut-il rembourser ses dettes, épargner pour les études des enfants, acheter un logement, investir pour l'avenir? Les 7 baby steps vous offrent un plan clair pour accomplir tout cela étape par étape. Elles vous permettent de vous concentrer sur un objectif à la fois et d'avancer plus efficacement avec une meilleure sérénité financière. Si vous ne savez pas comment définir vos objectifs, gardez les conseils suivants en tête. Évitez de vous fixer des objectifs trop ambitieux. Il est tentant de vouloir tout accomplir à la fois, maximiser son épargne retraite, rembourser toutes ses dettes et réduire drastiquement ses dépenses pour épargner davantage. Mais si vos objectifs sont irréalistes, vous risquez d'être déçu si vous ne les atteignez pas. L'une des erreurs les plus fréquentes est la mentalité du tout ou rien. C'est une vision extrême qui ignore les nombreuses zones grises de la vie. Si vous fixez un objectif de 500 euros d'épargne mensuelle, sans avoir encore réussi à mettre de côté 50 euros, cela risque d'être décourageant. Même les objectifs modestes, comme épargner 50 euros par mois, vous permettent de prendre de bonnes habitudes financières durables. Et lorsque vous atteignez ces premiers paliers, vous serez motivé à viser plus haut. Concentrez-vous sur des évolutions progressives. Misez sur des objectifs évolutifs. Par exemple, je vais augmenter mon épargne de 1%, puis revoir mon budget tous les quelques mois pour l'augmenter encore de 1%. Il est plus difficile de passer d'aucune épargne à un montant élevé d'un seul coup. Il est aussi important de rester flexible. Certains mois seront plus coûteux que d'autres. Fêtes, anniversaires, mariages. D'autres seront plus calmes. Il est donc essentiel de faire preuve de bienveillance envers soi-même et de commencer par de petits changements positifs. Lorsque vos revenus augmentent et que votre budget se stabilise, vous aurez davantage de marge pour atteindre vos objectifs à long terme. Acceptez que des imprévus financiers surviendront toujours. Faire des progrès vers vos objectifs financiers est gratifiant, jusqu'à ce qu'une urgence vous oblige à utiliser votre carte de crédit et que tout recommence. Même après avoir atteint un objectif majeur, la gestion financière reste émotionnellement exigeante, surtout quand de nouvelles dépenses imprévues s'invitent à sans cesse. Il y a toujours un imprévu avec l'argent. Plus vous l'acceptez tôt, mieux c'est. Panne de voiture, facture inattendue, il faut les intégrer dans votre planification pour éviter d'être pris au dépourvu. Constituer un fonds d'urgence est l'une des meilleures façons de s'y préparer. Ce compte d'épargne dédié sert à couvrir les dépenses imprévues sans s'endetter davantage. Grâce à lui, vous pouvez payer une réparation urgente ou une facture surprise sans compromettre vos finances. Les experts recommandent de placer ces fonds dans un compte épargne à haut rendement
qui rapportent plus d'intérêts que les banques traditionnelles. Ainsi, même sans alimenter régulièrement ce compte, votre argent continue de croître. Déterminez ce qui est réalisable pour vous à partir de votre budget. Le conseil final, et peut-être le plus crucial, consiste à bien connaître vos dépenses et vos habitudes de consommation. Cela vous permettra de fixer des objectifs réalistes adaptés à votre situation. Faire le suivi de vos dépenses peut être intimidant, surtout si vous ne l'avez jamais fait, mais c'est une étape incontournable. Si vous n'avez jamais élaboré de budget mensuel, 2024 pourrait être l'année pour commencer. Vous pouvez commencer par examiner vos relevés bancaires et dresser la liste de vos dépenses mensuelles. Vous pouvez aussi utiliser une application de budget comme Bankin ou Linkso qui se connecte à vos comptes et catégorise automatiquement vos transactions. Ces outils vous montrent où va votre argent et où vous pouvez réduire ou mieux allouer vos dépenses pour atteindre vos objectifs. Le pouvoir de l'épargne et des intérêts composés. Les intérêts composés sont vos meilleurs alliés et le temps est votre ressource la plus précieuse lorsque vous investissez. Si vous venez de décrocher votre premier emploi ou lancer une activité secondaire et que vous ne savez pas ce que signifie ce terme intérêt composé, vous êtes au bon endroit. En tant que jeune adulte, vous êtes dans une position idéale pour commencer à faire travailler votre argent pour vous. Pourquoi ? Parce que plus le temps passe, plus la croissance s'accélère. Épargner dès aujourd'hui portera ses fruits à long terme. Voici tout ce que vous devez savoir sur les intérêts composés et comment les utiliser à votre avantage. Qu'est-ce que les intérêts composés ? Pour bien comprendre les intérêts composés, il faut d'abord connaître les intérêts simples. Les intérêts simples correspondent uniquement aux intérêts que vous gagnez sur votre épargne de départ. Imaginez que vous investissiez 100 euros. C'est votre capital de base. Vous déposez cette somme sur un compte d'épargne à un taux d'intérêt de 1%. Après un an, vous aurez gagné 1 euro, soit 1% de votre capital initial. Ce scénario se répète chaque année. Vous gagnez encore 1 euro et ainsi de suite. Voilà ce que sont les intérêts simples. Les intérêts composés, eux, permettent à votre argent de croître plus rapidement, car vous touchez des intérêts sur le capital et sur les intérêts déjà accumulés. Vous vous souvenez des puissances et des exposants vus à l'école ? Le principe des intérêts composés est similaire. Reprenons l'exemple des 100 euros avec un taux d'intérêt composé de 1% par an. La première année, vous gagnez 1 euro. La deuxième année, vous gagnez 1% sur 100 1 euro, soit 1 euro 1 cent, ce qui vous amène à un solde de 102 euros 1 cent. L'année suivante, vous gagnez 1% sur 102 euros et 1 cent, soit 1 euro et 2 centimes, et votre solde passe à 103 euros et 3 centimes, et ainsi de suite. À chaque période, vos gains augmentent légèrement. Comment fonctionnent les intérêts composés ? Les intérêts composés génèrent une croissance exponentielle, car ils incluent tous les intérêts précédemment accumulés. Le temps est donc un facteur déterminant. Plus vous commencez tôt, plus vos gains seront importants. Si vous déposez une somme sur un compte générant des intérêts composés et que vous la laissez fructifier, votre capital augmentera naturellement. Et si vous ajoutez régulièrement de l'argent, tous les mois, chaque trimestre ou à chaque salaire, vos économies croîtront encore plus rapidement. Bien sûr, quand on commence à peine à gérer ses finances, il peut être difficile de mettre de l'argent de côté régulièrement. Mais même de petits montants mensuels, disons 100 euros, peuvent devenir une somme considérable à l'heure de la retraite si vous commencez jeune. À quoi ressemblent les intérêts composés dans la vie réelle ? Le résultat dépendra du taux de rendement, du type de placement et de vos capacités d'épargne. Voici une illustration. Charlie, le premier investisseur, commence à épargner à 25 ans. Il met de côté 1 000 euros par mois pendant 10 ans, jusqu'à ses 35 ans. Ensuite, il arrête d'épargner, mais laisse son argent sur un compte à 1,5% d'intérêt annuel jusqu'à ses 65 ans. Molly commence à 35 ans. Elle épargne également 1 000 euros par mois pendant 10 ans, jusqu'à 45 ans, puis laisse son argent croître au même taux de 1,5% jusqu'à ses 65 ans. Max commence à 45 ans. Il suit la même méthode, 1 000 euros par mois pendant 10 ans, puis arrêt des versements et croissance à 1,5% jusqu'à 65 ans.
Chacun aura épargné 120 000 euros sur 10 ans. Mais au moment de la retraite, Charlie aura 203 105 euros, Molly 174 830 et 1 euro, et Max 150 492 euros. En résumé, les intérêts composés fonctionnent d'autant mieux que vous commencez tôt. Quelle stratégie d'investissement est la meilleure pour moi? Que faire de votre argent maintenant? Les intérêts composés peuvent être encore plus puissants si vous les combinez avec des comptes de retraite fiscalement avantageux, comme ceux où les gains ne sont imposés qu'au moment du retrait. Si vous êtes salarié, vous pouvez commencer à cotiser à un plan d'épargne retraite proposé par votre employeur, comme un plan d'épargne retraite PER. Plus tard, vous pourrez explorer d'autres options comme les assurances vie ou les comptes d'investissement à long terme. Mais si vous êtes encore étudiant ou que vous travaillez occasionnellement, babysitting, maître nageur le week-end, etc., parlez avec un adulte de confiance des différentes possibilités d'épargne accessibles. J'espère que vous appréciez mon livre audio jusqu'à présent. Ce serait un plaisir si vous pouviez me dire ce que vous pensez de ce livre audio dans la section des commentaires ci-dessous. Nous vous serions reconnaissants de laisser un j'aime à cette vidéo et de vous inscrire à United Audiobooks français pour avoir accès à d'autres livres audio à succès à l'avenir. Par ailleurs, si vous souhaitez obtenir d'autres livres audio gratuits, veuillez cliquer sur le premier lien dans la description ci-dessous. Passons maintenant au chapitre suivant. Chapitre 3. Commencez avec les actions. Lorsque vous achetez des actions, vous pariez sur le succès et la croissance à long terme de l'entreprise. L'une des meilleures façons pour les débutants d'apprendre à investir en actions est de faire un dépôt sur un compte d'investissement en ligne qui pourra ensuite être utilisé pour acheter des actions ou des fonds communs de placement en actions. Pour le prix d'une seule action, vous pouvez commencer à investir en ouvrant un compte de courtage. Certains courtiers offrent également le trading papier, vous permettant de vous entraîner à trader des actions en utilisant des simulateurs boursiers avant de faire un investissement réel. Explorez les différents types d'actions. Historiquement, l'investissement en actions est l'un des principaux moyens d'atteindre le succès financier. Lorsque vous commencez à rechercher des actions, vous entendrez souvent parler de différentes catégories et classifications d'actions. Voici les principaux types d'actions que vous devez connaître. Actions privilégiées et actions ordinaires. Les actions ordinaires représentent la majorité des investissements boursiers. Les actionnaires d'actions ordinaires, qui détiennent une part de la propriété de l'entreprise, ont droit à une part proportionnelle de la valeur des actifs si l'entreprise est dissoute. Les actionnaires d'actions ordinaires ont théoriquement un potentiel de hausse illimité, mais ils risquent également de tout perdre si l'entreprise échoue et qu'il n'y a plus d'actifs restants. A l'inverse, les actions privilégiées offrent à leurs détenteurs le droit de récupérer un montant spécifique en cas de dissolution de l'entreprise avant les actionnaires ordinaires. De plus, les actionnaires privilégiés ont droit à des dividendes avant les actionnaires ordinaires. En général, cela fait des actions privilégiées un investissement plus similaire aux obligations à revenus fixes qu'aux actions ordinaires. Une entreprise vendra souvent des actions ordinaires car les actionnaires cherchent généralement à en acquérir. Actions grande capitalisation, moyenne capitalisation et petite capitalisation. La capitalisation boursière des actions fait référence à la valeur totale des actions en circulation. Les entreprises les plus grandes par capitalisation boursière sont appelées actions grande capitalisation, tandis que les entreprises plus petites sont représentées par les actions moyennes, capitalisation et petite capitalisation. Ces groupes ne sont pas toujours bien délimités les uns des autres, mais un critère fréquemment utilisé définit les actions comme étant grande capitalisation si leur capitalisation boursière dépasse 10 milliards de dollars, moyenne capitalisation si elle est entre 2 et 10 milliards, et petite capitalisation si leur capitalisation boursière est inférieure à 2 milliards. Les actions moyennes et petite capitalisation offrent un potentiel de croissance plus élevé, mais sont plus risquées que les actions grande capitalisation, qui sont généralement considérées comme des investissements plus sûrs et plus conservateurs. Cependant, le fait que deux entreprises soient classées ici ne signifie pas nécessairement qu'elles sont des investissements similaires ou qu'elles performeront de manière comparable à l'avenir.
marchés boursiers nationaux et étrangers. Les actions peuvent être regroupées selon leur localisation. La plupart des investisseurs se basent sur le siège social de l'entreprise pour distinguer les actions nationales des actions étrangères. Il est important de noter que la classification géographique d'une action ne correspond pas toujours à la région dont proviennent ses ventes. Un exemple classique est Philip Morris International, PM 0,34%, dont le siège est aux États-Unis, mais qui vend tous ses produits à l'étranger. Il peut être difficile de déterminer si une entreprise est véritablement nationale ou internationale, surtout pour les grandes multinationales. Actions de valeur et actions de croissance. Une autre méthode de catégorisation distingue deux stratégies d'investissement courantes. Les investisseurs de croissance cherchent généralement des entreprises dont les ventes et la rentabilité augmentent rapidement. Les investisseurs de valeur, quant à eux, recherchent des entreprises dont l'action est sous-évaluée, que ce soit par rapport à leurs concurrents ou à leur historique de prix. Les actions de croissance comportent souvent plus de risques, mais les récompenses potentielles peuvent être très attirantes. Les entreprises avec une forte demande de clients, en particulier en raison de changements sociétaux à long terme qui favorisent l'utilisation de leurs produits et services, sont souvent des actions de croissance prospères. Cependant, la concurrence peut être rude, et si un concurrent perturbe l'activité d'une action de croissance, celle-ci peut rapidement perdre de la popularité. Les actions de valeur, quant à elles, sont considérées comme des investissements plus prudents. Ce sont souvent des entreprises établies et bien connues qui sont déjà des leaders sur leur marché, avec moins de potentiel de croissance. Cependant, elles sont idéales pour ceux qui recherchent plus de stabilité dans les prix, tout en bénéficiant des avantages de l'exposition aux actions. Actions d'introduction en bourse, IPO. Les actions IPO font référence aux actions d'entreprises qui viennent de réaliser une offre publique initiale. Lorsqu'une nouvelle entreprise entre en bourse, les investisseurs qui veulent investir tôt dans une bonne idée sont souvent très enthousiastes. Cependant, elles peuvent aussi être risquées, surtout si la communauté des investisseurs est partagée sur leur potentiel de développement et de rentabilité. Après leur entrée en bourse, une action conserve généralement son statut d'IPO pendant au moins 1 an et jusqu'à 2 à 4 ans. Actions avec et sans dividendes. De nombreuses actions distribuent régulièrement des dividendes à leurs actionnaires. Étant donné que les dividendes offrent un revenu important aux investisseurs, les actions à dividendes sont très appréciées dans plusieurs cercles financiers. Une entreprise est considérée comme une action à dividendes si elle verse au moins 1 centime par action. Cependant, certaines actions n'ont pas d'obligation de verser des dividendes. Les actions qui ne distribuent pas de dividendes peuvent être des investissements solides si leur prix augmente. Bien que la tendance récente soit d'avoir davantage d'actions versant des dividendes, certaines des plus grandes entreprises mondiales ne paient toujours pas de dividendes. Actions de revenus. Les actions de revenus sont simplement un autre nom pour les actions à dividendes. Cependant, les actions d'entreprises ayant des modèles économiques bien établis et un potentiel de croissance à long terme relativement faibles sont également appelées actions de revenus. Elles sont populaires parmi les investisseurs proches de la retraite car elles sont idéales pour les investisseurs conservateurs qui souhaitent retirer des liquidités de leur portefeuille d'investissement immédiatement. Actions cycliques et non cycliques. Les économies nationales traversent souvent des cycles d'expansion et de contraction, des périodes de boom et de récession. Les investisseurs considèrent certaines entreprises comme des actions cycliques, car elles sont plus vulnérables aux cycles économiques généraux. Les entreprises manufacturières, les secteurs du voyage et des produits de luxe sont des exemples d'actions cycliques, car une récession peut nuire à la capacité des consommateurs à effectuer des achats importants. Cependant, lorsque l'économie est forte, une forte demande peut permettre à ces entreprises de se redresser rapidement. Les entreprises non cycliques, appelées aussi actions défensives, n'ont pas ces grandes fluctuations de demande. Les supermarchés en sont un exemple, car les gens ont toujours besoin de nourriture, que l'économie soit en pleine croissance ou en déclin. Les actions cycliques prospèrent souvent lors des marchés haussiers, tandis que les actions non cycliques
font généralement mieux lors des périodes de récession. Actions sûres. Les actions sûres ont des prix d'actions qui fluctuent moins que l'ensemble du marché boursier. Ces entreprises, parfois appelées actions à faible volatilité, opèrent généralement dans des secteurs économiques moins sensibles aux conditions économiques changeantes. De plus, elles versent souvent des dividendes, ce qui permet de compenser la baisse de la valeur de leurs actions en période difficile. Actions sectorielles. Les actions sont souvent classées par secteur d'activité. Les secteurs du marché boursier sont l'une des principales classifications les plus fréquemment utilisées. Communication, Internet, médias, téléphonie, services de loisirs. Consommation discrétionnaire, commerçants, constructeurs automobiles, chaînes hôtelières et de restauration. Consommation de base, alimentation, boissons, tabac, produits ménagers et personnels. Énergie, recherche et production de pétrole et de gaz, fournisseurs de pipeline, stations-service. Institutions financières, banques, prêteurs hypothécaires, assureurs, courtiers, santé, fabricants de dispositifs médicaux, entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, assurance santé, industrie, chemin de fer, aviation, construction, logistique, aérospatiale et défense. Matériaux, mines, foresterie, matériaux de construction, emballage, produits chimiques, immobilier, gestion et développement de propriétés, sociétés d'investissement immobilier, technologie, fabricants de matériel, logiciels, semi-conducteurs, équipements de communication, services informatiques, services publics, électricité, gaz naturel, eau, énergie renouvelable, services multiproduits, actions ESG. L'investissement ESG, environnement, social et gouvernance, est une philosophie d'investissement qui met l'accent sur des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. L'ESG considère les effets collatéraux supplémentaires sur l'environnement, les employés, les clients et les droits des actionnaires, plutôt que de se concentrer uniquement sur la rentabilité et l'augmentation des revenus. L'investissement socialement responsable, ISR, est lié aux réglementations ESG. Les investisseurs ISR éliminent les actions d'entreprises qui ne s'alignent pas avec leurs valeurs fondamentales. L'investissement ESG a un aspect plus positif puisqu'il privilégie l'investissement dans les entreprises qui font de bonnes choses plutôt que de rejeter celles qui échouent au test ESG. Actions Blue Chip. Les entreprises Blue Chip sont souvent considérées comme les meilleures dans leur secteur, dominant leur industrie et ayant une solide réputation. Bien qu'elles ne génèrent généralement pas les plus grands rendements possibles, les investisseurs avec une faible tolérance au risque choisissent ces actions pour leur stabilité. Comment investir en actions ? L'investissement est une méthode éprouvée pour faire fructifier votre argent. Le célèbre investisseur Warren Buffett a décrit l'investissement comme « renoncer à consommer maintenant pour avoir la capacité de consommer davantage plus tard ». Vous pouvez multiplier votre capital en investissant régulièrement. C'est pourquoi il est essentiel de commencer à investir dès que vous avez mis de côté un peu d'argent à cet effet. Et le marché boursier est un excellent point de départ. Vous pouvez vous lancer que vous ayez 1 000 € d'économie ou simplement 25 € supplémentaires par semaine. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur l'investissement en actions pour réussir financièrement. Suivez ce guide pour commencer. Déterminez votre tolérance au risque. Quelle est votre tolérance au risque, c'est-à-dire votre capacité à accepter la possibilité de perdre de l'argent en investissant ? Les actions peuvent être classées en plusieurs catégories. Actions de valeur, actions à forte croissance, grande capitalisation, petite capitalisation, etc. Chacune implique un niveau de risque différent. Une fois votre tolérance au risque déterminée, vous pouvez orienter vos efforts vers les actions qui vous conviennent le mieux. Définissez vos objectifs d'investissement. Il est également important de connaître vos objectifs d'investissement. Lors de l'ouverture d'un compte de courtage, un courtier en ligne comme Boursorama, Fortuneo ou Trade Republic vous posera des questions sur vos objectifs et votre tolérance au risque. Vos objectifs peuvent inclure l'épargne pour l'achat d'un logement, les études, la retraite
ou simplement la croissance de votre patrimoine. Vos objectifs peuvent évoluer, veillez à les définir clairement et à les réévaluer régulièrement pour garder le cap. Choisissez une stratégie d'investissement. Certains investisseurs préfèrent une approche passive, acheter et conserver, tandis que d'autres souhaitent gérer activement leur portefeuille. À vous de voir ce qui vous convient. Si vous avez confiance en vos connaissances, vous pouvez gérer seul vos investissements en actions, obligations, ETF, fonds indiciels ou fonds communs de placement via une plateforme en ligne. Si vous préférez l'accompagnement, un conseiller financier peut vous aider à gérer votre portefeuille. Pour une alternative plus automatisée et moins coûteuse, les robots conseillers sont idéaux. Ils collectent vos informations, objectifs, tolérance au risque et investissent automatiquement selon un algorithme prédéfini. Sélectionnez un type de compte d'investissement. Plan d'épargne retraite ou via votre entreprise. Si votre employeur propose un plan d'épargne retraite comme un PER d'entreprise, vous pouvez y investir dans divers fonds en actions et obligations ou même dans des fonds à date cible. Vous effectuez des versements réguliers et votre entreprise peut les compléter. Ces comptes bénéficient souvent d'avantages fiscaux et ils favorisent une discipline d'investissement constante. Compte titre ordinaire ou plan d'épargne en actions, PEA. En dehors d'un plan entreprise, vous pouvez ouvrir un compte titre ou un PEA, plan d'épargne en actions. Vous aurez accès à une large gamme d'investissements, actions individuelles, fonds communs, ETF, options, etc. Compte géré par un robot conseiller. Comme mentionné plus tôt, ce type de compte crée automatiquement un portefeuille d'actions basé sur vos objectifs d'investissement. Diversifiez votre portefeuille pour réduire le risque. Il est essentiel de comprendre la diversification. Investir dans différents actifs permet de limiter les pertes en cas de mauvaise performance d'un seul placement. Autrement dit, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si votre budget est limité, il peut être difficile de diversifier avec des actions individuelles. Avec 1000 euros, vous pourriez n'investir que dans une ou deux entreprises, ce qui augmente le risque. Les fonds communs et les ETF sont utiles dans ce cas. Ils regroupent de nombreuses actions et parfois d'autres actifs, offrant ainsi une meilleure diversification qu'une seule action individuelle. Chapitre 4. Le monde des fonds indiciels. Les inquiétudes des investisseurs concernant la capacité des gestionnaires de fonds à générer les meilleurs rendements sur leurs investissements en fonds communs les poussent de plus en plus à opter pour des produits à gestion passive, tels que les fonds indiciels. Avant d'envisager d'investir dans des fonds indiciels, ce chapitre vous fournira toutes les informations nécessaires à leur sujet. Qu'est-ce qu'un fonds indiciel et comment fonctionne-t-il ? Un fonds indiciel est un fonds commun de placement qui investit dans des actions reflétant étroitement celles d'un indice boursier spécifique. Cela signifie que les performances du fonds seront alignées sur celles de l'indice de référence qu'il suit. Un indice est un ensemble de titres représentant un secteur spécifique du marché. Les fonds indiciels sont considérés comme une forme de gestion passive car ils suivent un indice donné. Les titres négociés dans un fonds à gestion passive sont basés sur l'indice de référence sous-jacent. De plus, les fonds à gestion passive n'ont pas besoin d'une équipe spécialisée de recherche pour repérer les opportunités et sélectionner les meilleures actions. Un fonds indiciel est conçu pour reproduire les performances de son indice, contrairement à un fonds à gestion active, qui cherche activement à anticiper et à surpasser le marché. Par conséquent, les rendements des fonds indiciels correspondent à ceux de l'indice de marché sous-jacent. À l'exception d'une légère variation appelée erreur de suivi, les rendements sont globalement équivalents à ceux de l'indice de référence. Le gestionnaire du fonds s'efforce généralement de minimiser cette marge d'erreur. Avantages de l'achat de fonds indiciels. Voici quelques-uns des avantages dont bénéficient les fonds indiciels. Frais réduits. Une équipe performante d'analystes financiers n'est pas nécessaire pour aider les gestionnaires de fonds à sélectionner les meilleures entreprises, car un fonds indiciel réplique son indice de référence sous-jacent. De plus, il n'y a pas de transaction active sur les actions. Tous ces éléments permettent de réduire les frais de gestion d'un fonds indiciel.
Investissement impartial. Les fonds indiciels investissent selon un processus automatisé et fondé sur des règles. Le mandat du gestionnaire de fonds précise les montants à investir dans les différents titres de l'indice. Cela élimine donc le jugement humain ou les biais dans la prise de décision d'investissement. Exposition étendue. Pour garantir que le portefeuille est réparti entre toutes les actions et tous les secteurs, les investissements doivent être réalisés dans des proportions similaires à celles de l'indice. Un investisseur peut ainsi utiliser un seul fonds indiciel pour capter les rendements potentiels d'un vaste segment de marché. Par exemple, en investissant dans un fonds indiciel basé sur le CAC 40, on accède à 40 titres répartis sur plusieurs secteurs, des services financiers à l'industrie pharmaceutique. Avantages fiscaux liés à l'investissement en fonds indiciels. En raison de leur gestion passive, les fonds indiciels connaissent souvent une rotation minimale ou peu d'opérations effectuées par le gestionnaire au cours d'une année donnée. Moins de transactions signifie moins de plus-value et de dividendes distribués aux porteurs de parts. Plus facile à gérer. Les fonds indiciels sont plus simples à gérer puisque les gestionnaires n'ont pas à se soucier de la manière dont le marché traite les actions composant l'indice. Il leur suffit de rééquilibrer le portefeuille périodiquement. Qui devrait investir dans les fonds indiciels? Lors du choix de fonds communs de placement, il convient de prendre en compte votre horizon d'investissement, vos objectifs et votre tolérance au risque. Les investisseurs averses au risque devraient privilégier les fonds indiciels. Ces fonds ne nécessitent pas d'analyse approfondie ni de suivi régulier. Par exemple, vous pouvez opter pour un fonds indiciel basé sur le CAC 40 ou l'Eurostoxx 50 si vous souhaitez investir en actions sans vous exposer aux risques associés aux fonds d'actions à gestion active. Quels éléments devez-vous prendre en compte en tant qu'investisseur? Avant de décider d'investir dans des fonds indiciels, vous devez réfléchir aux éléments suivants. Rendement des fonds indiciels. Les fonds indiciels visent à reproduire les performances d'un indice de marché. Ils ne cherchent pas à surpasser les références des fonds à gestion active. En raison d'erreurs de suivi, les rendements générés peuvent parfois être inférieurs à ceux de l'indice sous-jacent. Plus ces erreurs sont faibles, meilleures seront les performances du fonds indiciel. Prise de risque. Les fonds indiciels sont moins exposés aux risques et à la volatilité liés aux actions, car ils représentent un indice de marché spécifique. Il est judicieux d'investir dans des fonds indiciels pour maximiser les rendements lors d'une phase haussière du marché. Cependant, en période de baisse, les fonds indiciels peuvent également enregistrer des pertes importantes. Il est donc toujours recommandé d'avoir un portefeuille diversifié, combinant fonds à gestion active et fonds indiciels à gestion passive. Frais d'investissement. Le ratio de frais des fonds indiciels est naturellement inférieur à celui des fonds à gestion active. Le gestionnaire de fonds n'a pas besoin de développer une stratégie d'investissement complexe. Il est important de noter que même un fonds à faible ratio de frais peut offrir des rendements d'investissement plus élevés. Fiscalité. Le rachat des parts de votre fonds indiciel entraîne des plus-values soumises à l'impôt. Le taux d'imposition dépend de la durée de détention des parts. Les plus-values réalisées avec une détention inférieure ou égale à 1 an sont qualifiées de plus-values à court terme, STCG, et imposées à hauteur de 15%, hors surtaxe, et 4% de prélèvements santé et éducation. Si le montant total des plus-values à long terme provenant de fonds communs d'investissement ou d'actions dépasse 100 000 € sur une année, les plus-values à long terme, LTCG, c'est-à-dire pour une détention supérieure à 12 mois, peuvent être soumises à un impôt de 10%, plus surtaxe le cas échéant, et 4% de prélèvements santé et éducation. Horizon temporel d'investissement. Les fonds indiciels peuvent subir de fortes fluctuations à court terme. Si ces variations se prolongent, elles peuvent neutraliser les rendements obtenus. Ainsi, les fonds indiciels conviennent davantage aux investisseurs ayant un horizon d'investissement long. Si vous décidez d'acheter des fonds indiciels, vous devez faire preuve de patience pour que le fonds atteigne son plein potentiel de performance.
Comment investir dans les fonds indiciels? Un fonds indiciel suit un indice de marché, souvent composé d'actions ou d'obligations. En général, les fonds indiciels investissent dans chaque composant de l'indice qu'ils répliquent et disposent d'IKEA de gestionnaires de fonds dont le rôle est de s'assurer que le fonds indiciel reflète fidèlement les performances de l'indice. Choisir un indice. Grâce aux fonds indiciels, vous pouvez suivre une multitude d'indices différents. L'indice S&P 500, qui regroupe 500 des plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis, est le plus connu. Voici une liste de quelques autres indices majeurs, classés selon le segment de marché couvert. Obligations. Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond. Actions Internationals, MSCI Emerging Markets, MSCIEAFI. Petites entreprises américaines, S&P, Small Cap 600, Russell 2000. Grandes entreprises américaines, Dow Jones Industrial Average, S&P 500, Nasdaq Composite. En plus de ces indices généraux, il existe des indices sectoriels et géographiques, axés sur des industries ou pays spécifiques, des indices de style ciblant des entreprises à forte croissance ou des actions sous-évaluées, et d'autres indices avec des filtres d'investissement particuliers. Choisir le fonds adapté à votre indice. Vous pouvez généralement trouver au moins un fonds indiciel correspondant à l'indice que vous souhaitez suivre. Pour les indices populaires comme le S&P 500, vous aurez souvent une douzaine d'options. Si vous avez plusieurs fonds à disposition pour un même indice, posez-vous quelques questions clés. Premier, quel fonds suit le plus fidèlement les performances de l'indice? 2. Lequel propose les frais les plus bas? Troisième, le fonds présente-t-il des restrictions ou des contraintes qui pourraient vous affecter? Quatrième, le fournisseur propose-t-il d'autres fonds indiciels susceptibles de vous intéresser? Les réponses à ces questions vous aideront à choisir le fonds indiciel le mieux adapté à vos besoins. Achetez des parts de fonds indiciels. Vous pouvez ouvrir un compte titre auprès d'un courtier pour acheter et vendre les parts de fonds indiciels de votre choix. Alternativement, vous pouvez ouvrir un compte directement auprès du gestionnaire du fonds. Là encore, il est utile de comparer les fonctionnalités et les frais avant de décider comment acheter vos parts de fonds indiciels. L'ouverture d'un compte directement auprès de la société de gestion peut s'avérer moins coûteuse, car certains courtiers facturent des frais supplémentaires pour l'achat de parts. Cependant, de nombreux investisseurs préfèrent regrouper tous leurs placements dans un seul compte titre. Si vous envisagez d'investir dans divers fonds indiciels, issus de plusieurs sociétés de gestion, l'option du courtier pourrait s'avérer plus pratique. Chapitre 5. Naviguer sur le marché des options. Les contrats appelés options donnent à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à un prix déterminé à une date donnée. On les qualifie de produits dérivés, car leur valeur dépend des actifs sous-jacents. Le trading d'options est une stratégie utilisée par les investisseurs pour spéculer, générer des revenus ou réduire les risques. Bien qu'il puisse sembler intimidant, le trading d'options offre des gains substantiels qui ne peuvent pas être obtenus uniquement par le biais d'actions ou de fonds négociés en bourse, ETF. Il s'agit d'anticiper les mouvements du marché ou le cours d'une action. Avant de voir comment négocier des options, comprenons d'abord leur fonctionnement. Comment fonctionne le trading d'options? En trading d'options, les investisseurs peuvent acheter une option d'achat, call option, s'ils anticipent une hausse du marché, ou une option de vente, put option, s'ils souhaitent parier sur une baisse des prix. Les acheteurs d'options d'achat définissent un prix auquel ils pourront acquérir les actions ultérieurement. À l'inverse, les acheteurs d'options de vente fixent un prix auquel ils pourront revendre les actions plus tard. Le trading d'options constitue une méthode peu coûteuse pour spéculer sur le cours d'un actif ou d'une action. Cela tient au fait que les investisseurs détiennent le droit, mais non l'obligation d'exécuter le contrat, que ce soit pour une option d'achat ou de vente. Si, à la date d'échéance, le contrat n'est pas rentable, ils peuvent aller choisir de ne pas exercer ce droit. Dans ce cas, leur seule perte correspondra à la prime payée pour l'option.
Les traders peuvent également vendre des options d'achat ou de vente pour parier sur une hausse ou une baisse des marchés et encaisser immédiatement la prime. Toutefois, dans ce cas, ils doivent impérativement respecter les termes du contrat s'il est exercé par l'acheteur. Les investisseurs peuvent aussi acheter à la fois des options d'achat et de vente afin de générer des profits immédiats. Chaque combinaison d'achat et de vente constitue une stratégie spécifique. Type de stratégie de trading d'options. Chaque investisseur doit connaître les stratégies de trading d'options suivantes. Bull Call Spread. Il s'agit d'une stratégie haussière où le trader achète une option d'achat, call, et en vend une autre avec un prix d'exercice plus élevé. Il anticipe une hausse du marché et profite de l'augmentation du prix de l'actif sous-jacent. Bull Put Spread. Dans cette stratégie, le trader achète une option de vente, put, et en vend une autre avec un prix d'exercice plus élevé. Cette méthode est également haussière, et le trader gagne si la valeur de l'actif augmente. Put de protection versus call synthétique. Dans un call synthétique, le trader achète l'actif sous-jacent ainsi qu'une option de vente. Si le prix de l'actif augmente, les gains sont potentiellement illimités. S'il baisse, les pertes sont limitées à la prime de l'option de vente. Bear Call Spread, méthode baissière consistant à acheter une option d'achat et à en vendre une autre avec un prix d'exercice inférieur. Le trader ne gagne que si le prix de l'actif baisse. Les gains et pertes sont limités. Bear Put Spread. Lorsque le trader anticipe une légère baisse du marché, il achète une option de vente et en vend une autre avec un prix d'exercice plus bas. Les profits proviennent de la baisse de l'actif, avec des gains et pertes encadrés. Call de protection versus put synthétique. En cas de marché baissier, le trader peut opter pour un put synthétique ou un call de protection. Cette stratégie consiste à acheter une option d'achat tout en maintenant une position vendeuse à terme. Si le prix baisse, les gains sont illimités et la perte est limitée à la prime. Straddle long et court, stratégie neutre vis-à-vis du marché combinant des options d'achat et de vente avec le même prix d'exercice. Le straddle long offre des gains illimités et un risque limité. Le straddle court, en revanche, présente un risque de perte illimité et des gains limités à la prime reçue. Strangle long et court. Dans un strangle long, le trader achète une option d'achat avec un prix d'exercice supérieur à celui de l'option de vente. Les gains sont illimités et les pertes sont limitées à la prime payée. Le strangle court consiste à vendre une option d'achat avec un prix d'exercice plus élevé que l'option de vente. Ici, les pertes sont illimitées et les profits sont limités à la prime. Papillon long et court, butterfly, stratégie combinant des positions haussières et baissières tout en limitant les pertes et les gains. Elle offre un équilibre entre risque et rendement avec des résultats plafonnés des deux côtés. Avantages du trading d'options. Excellents outils de couverture. Les options sont des instruments efficaces pour se couvrir, à condition de bien les utiliser. Grâce aux options, les investisseurs peuvent limiter les pertes potentielles liées à leurs actions. Par exemple, si un trader détient des actions d'une entreprise et craint une baisse de leur valeur, il peut acheter une option de vente put afin de réduire ce risque de baisse. Rentabilité accrue. Les options sont des contrats liés à des actifs sous-jacents sans en représenter la propriété directe, ce qui les rend moins coûteuses que les actions. Par exemple, un trader souhaitant acheter 100 actions d'une entreprise à 100 euros, l'unité devrait investir 10 000 euros. En revanche, il peut acquérir un contrat d'option portant sur 100 actions pour seulement 500 euros. Le trader peut ensuite utiliser les fonds restants comme bon lui semble pour maximiser ses gains. Potentiel élevé de rendement à court terme. Les options offrent un potentiel de rendement à court terme supérieur à celui des actions, à condition d'utiliser les bonnes stratégies. Le pourcentage de profit est souvent plus élevé avec les options, car les investisseurs engagent moins de capital tout en réalisant des bénéfices pratiquement équivalents à ceux des actions. Les inconvénients du trading d'options. Le trading d'options repose sur trois variables clés: la direction, le temps et le prix. Cette combinaison peut rendre les décisions très complexes. Avant de mettre en œuvre une stratégie sur option, les investisseurs doivent analyser attentivement ces trois facteurs. Incertaine perspective de gain.
Les gains restent incertains, car toutes les stratégies sur options sont fondées sur des hypothèses et des prévisions futures. Le trader ne réalise un profit que si le prix de l'action évolue dans la direction anticipée. Dans le cas contraire, des pertes sont probables. Frais et commissions de trading. Comparé à l'achat ou la vente d'actions, le trading d'options entraîne des frais et commissions de transactions souvent élevés. Plus une stratégie est complexe, impliquant plusieurs options d'achat et de vente, plus les coûts augmentent. Fiscalité. En général, les gains réalisés sur le trading d'options sont considérés comme des gains à court terme, donc soumis à une imposition à 15%, hors surtaxe éventuelle. Le trader doit donc céder une partie de ses gains à l'administration fiscale. Points à garder à l'esprit lors du trading d'options. Perte. En trading d'options, l'investissement initial se fait avec une faible marge, inférieure à celle requise pour acheter des actions. Cela peut conduire les traders à sous-estimer l'ampleur des pertes potentielles si le marché évolue défavorablement. Liquidité. Il est essentiel d'avoir une stratégie de sortie lors du trading d'options. Il faut privilégier les options disposant d'une forte liquidité. Sinon, il existe un risque d'immobilisation des fonds et de pertes potentielles. Même si une option peu coûteuse peut sembler attrayante, elle est souvent moins liquide qu'une option plus chère. Il est donc crucial de trouver un équilibre entre rentabilité, accessibilité et liquidité. Couverture, hedging. Au début, le trading d'options peut sembler très complexe. Pour mieux comprendre le fonctionnement des options et limiter les risques, les débutants doivent les combiner avec une transaction classique. Il est préférable d'utiliser les options comme outil de couverture dans un premier temps. La spéculation et la recherche de gains devraient idéalement être réservées aux traders expérimentés. Les stratégies sur options sont particulièrement utiles lorsqu'il s'agit de se couvrir, de spéculer ou de dégager un profit. Que ce soit pour gagner de l'argent ou réduire les risques, l'essentiel est d'adopter la méthode appropriée. Comment trader des options? Les étapes de base du trading d'options sont les suivantes. Définir votre objectif. Quel que soit votre objectif de trading, vous devrez ouvrir un compte de courtage autorisé à négocier des options pour pouvoir mettre en place une stratégie d'options. Le niveau d'approbation spécifique que vous avez pour les options déterminera également les types de transactions que vous pourrez effectuer. Trouvez des options et des idées. Quels autres critères recherchez-vous dans une option ou dans l'actif sous-jacent maintenant que vous avez déterminé votre objectif principal? Vous pouvez réduire le nombre de possibilités de transactions en filtrant les options en fonction du prix, du volume, de la volatilité implicite, du secteur ou d'autres critères. Comparez et analysez les idées. Une fois que vous avez trouvé quelques options, il est temps de les comparer et d'analyser vos idées de trading. Commencez par évaluer les risques et les récompenses possibles de chaque option et comment son prix pourrait être influencé par des facteurs tels que les variations du prix de l'action sous-jacente, le nombre de jours avant l'expiration, les différents prix d'exercice et dates d'expiration, ainsi que la volatilité implicite. Passez un ordre pour les options. Avez-vous décidé quelle option négocier? L'étape suivante consiste à passer une commande en ligne pour établir votre position en option. Après avoir sélectionné le symbole sous-jacent, saisissez les informations relatives à l'ordre d'option, type expiration, prix d'exercice, nombre de contrats, etc. Votre ordre sera envoyé au marché une fois qu'il aura été soumis. Gérez votre position. Une fois que votre position en option a été ouverte, il est conseillé de la suivre de près pour déterminer la marche à suivre à l'approche de l'échéance en examinant sa valeur et son évolution. Si vous avez acheté une option, vous pouvez la vendre avant son expiration, l'exercer, acheter ou vendre les titres sous-jacents ou laisser l'option expirer sans valeur en fonction du prix de l'actif sous-jacent. Si vous avez vendu une option, vous avez deux options. Soit la racheter pour clôturer la position, soit laisser l'option expirer sans valeur. De plus, vous pourriez être contraint de remplir les obligations de la position, exercer ou livrer les titres sous-jacents. Chapitre 6. L'ascension des crypto-monnaies. Au cours des dernières années, les crypto-monnaies ont gagné en popularité,
En 2018, il y en avait plus de 1600. De plus, ce nombre continue d'augmenter. Par conséquent, la demande pour des développeurs blockchain est en forte hausse. Ces derniers créent les logiciels qui alimentent des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Les développeurs blockchain sont très recherchés, comme en témoigne leur salaire. Un développeur full stack gagne en moyenne plus de 112 000 dollars par an, selon le site Indeed. Il existe même un site web dédié aux offres d'emploi dans le domaine des crypto-monnaies. Que vous soyez intéressé par un emploi de développeur blockchain ou simplement que vous souhaitiez rester informé des développements technologiques actuels, nous allons vous expliquer ce qu'est la crypto-monnaie, pourquoi elle est importante et vous donner un bon point de départ. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Une crypto-monnaie est une chaîne de caractères codés représentant une unité d'échange. Les blockchains sont des réseaux pair à pair qui agissent comme des registres de transactions sécurisés tout en suivant et en organisant les transactions de Bitcoin, comme les transferts, les achats et les ventes. Grâce à la technologie de cryptage, les crypto-monnaies peuvent servir à la fois de monnaie et de système comptable. Une crypto-monnaie est une forme de monnaie virtuelle ou numérique utilisée comme moyen de transaction. Elle ressemble beaucoup à la monnaie réelle, à la différence qu'elle utilise le cryptage au lieu d'avoir une forme tangible. Étant donné qu'aucune banque centrale ou institution ne contrôle le fonctionnement des crypto-monnaies, de nouvelles unités ne peuvent être créées que si certaines conditions sont remplies. Par exemple, de nouveaux bitcoins ne peuvent être créés que lorsqu'un bloc est ajouté à la blockchain. À ce moment-là, le mineur est payé en bitcoin. Après la création du 21e millionième bitcoin, aucune autre crypto-monnaie de ce type ne sera produite. Comment fonctionne la crypto-monnaie? La crypto-monnaie est une monnaie virtuelle numérique qui utilise la cryptographie pour assurer sa sécurité. Cette fonctionnalité de sécurité rend les crypto-monnaies difficiles à contrefaire. Comme elles sont décentralisées, les crypto-monnaies ne sont contrôlées par aucune organisation, comme l'État ou les institutions financières. De plus, la technologie de registre distribué, généralement une blockchain, qui sert de base de données publiques des transactions financières, permet le contrôle décentralisé de chaque coin, unité de crypto-monnaie. En 2009, la crypto-monnaie connue sous le nom de Bitcoin a été développée. Le processus de création d'une crypto-monnaie s'appelle le minage. Ce processus consiste à utiliser de la puissance de calcul pour résoudre des énigmes mathématiques complexes qui va lire les transactions sur la blockchain, le registre ouvert de toutes les transactions en crypto-monnaie. En échange de leur travail, les mineurs reçoivent de la crypto-monnaie. Le trading des crypto-monnaies est complexe et spéculatif et comporte des risques considérables. Les prix peuvent fluctuer à tout moment. Seuls certains investisseurs devraient investir dans les crypto-monnaies en raison de leur volatilité. Par conséquent, investir dans les crypto-monnaies doit être considéré comme un investissement à haut risque. Il est important de connaître les risques avant de décider d'investir et de demander des conseils financiers. Avantage de la crypto-monnaie. Le coût d'une transaction en crypto-monnaie est négligeable, voire inexistant, contrairement par exemple au coût d'un transfert d'argent d'un portefeuille numérique vers un compte bancaire. Les transactions ne sont pas limitées dans le temps et sont sans restriction, tant pour les achats que pour les retraits. De plus, contrairement à l'ouverture d'un compte bancaire, n'importe qui peut utiliser des crypto-monnaies, ce qui évite les papiers et autres formalités. Les transactions internationales en crypto-monnaie sont encore plus rapides que les virements bancaires. Ces derniers peuvent prendre presque une journée pour transférer de l'argent entre deux lieux. En comparaison, les transactions en crypto-monnaie sont finalisées en quelques minutes, voire en quelques secondes. Comment acheter des crypto-monnaies? Comme mentionné précédemment, les crypto-monnaies utilisent la cryptographie pour protéger leurs transactions et contrôler la création de nouvelles unités. Les crypto-monnaies sont des jetons numériques ou virtuels. L'argent fiat, comme le dollar américain ou l'euro, est souvent utilisé pour acheter des crypto-monnaies. Cependant, des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum peuvent aussi être utilisées pour les acheter. Vous devez créer un portefeuille numérique pour stocker vos fonds avant d'acheter des crypto-monnaies. Ensuite, vous pouvez acheter des pièces sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies en utilisant votre argent fiat ou une autre crypto-monnaie. Il existe plusieurs options pour acheter des crypto-monnaies.
Pour acheter du Bitcoin avec une carte de crédit poche débit, un virement bancaire ou une autre méthode de paiement, vous pouvez utiliser une plateforme d'échange en ligne comme Coinbase, Binance ou Kraken. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies directement auprès d'autres utilisateurs via un échange peer-to-peer comme Local Bitcoins ou BISC. En utilisant des plateformes de trading de crypto-monnaies, vous pouvez échanger des crypto-monnaies contre d'autres actifs, comme des actions. Comment stocker des crypto-monnaies? Investir dans des crypto-monnaies nécessite un stockage sécurisé. Il existe plusieurs façons de stocker des crypto-monnaies, mais un portefeuille numérique est le plus populaire. Les portefeuilles numériques peuvent être basés sur des logiciels, sur le web ou sur du matériel. Les portefeuilles web sont accessibles via un navigateur web, tandis que les portefeuilles logiciels doivent être installés sur un ordinateur ou un appareil mobile. Un portefeuille matériel est un dispositif physique qui stocke des crypto-monnaies hors ligne. Les crypto-monnaies sont conservées, envoyées et reçues via des portefeuilles numériques. Ils sont généralement moins vulnérables au malware et au piratage que d'autres types de portefeuilles. Toutefois, les portefeuilles numériques peuvent être récupérés ou volés s'ils ne sont pas correctement protégés. Pour protéger votre portefeuille, il est crucial d'utiliser une authentification à 2 facteurs et des mots de passe forts. De plus, éviter la réutilisation des adresses et d'autres problèmes de sécurité peut être assuré en utilisant une adresse générée par un générateur de nombres aléatoires sécurisé. Il est également essentiel de garder votre clé privée qui donne accès à votre crypto-monnaie, confidentielle. Comment investir en toute sécurité dans les crypto-monnaies? Avant d'investir dans les crypto-monnaies, il est essentiel de mener des recherches sur le marché et de comprendre l'industrie. Il est crucial de reconnaître les technologies, les avantages et les risques liés à l'investissement dans les crypto-monnaies. Utilisez des plateformes d'échange réputées. Les investisseurs doivent acheter et vendre des crypto-monnaies uniquement sur des plateformes d'échange réputées. Ces plateformes disposent de fonctionnalités de sécurité pour protéger les investisseurs contre la fraude et le vol. Stockez les crypto-monnaies en toute sécurité. Une fois que vous avez acquis des crypto-monnaies, il est essentiel de les stocker en toute sécurité. Investir dans un portefeuille sécurisé est l'une des meilleures façons de protéger vos crypto-monnaies contre le vol et la fraude. Diversification. La diversification des investissements peut aider à réduire les risques liés à l'investissement en Bitcoin. Par exemple, il peut être judicieux de répartir le risque en achetant plusieurs types de crypto-monnaies. Chapitre 7. Investir dans l'immobilier. Bien que les taux d'intérêt élevés puissent décourager les investisseurs d'acheter de l'immobilier, il est prévu qu'ils inondent à nouveau le marché une fois que les taux commenceront à baisser. Dans une étude récente de Bankrate, 29% des Américains ont déclaré qu'ils investiraient dans l'immobilier s'ils savaient qu'ils n'en auraient pas besoin pendant au moins 10 ans. Au-delà de devenir propriétaire d'un bien immobilier, une option bien établie pour ceux qui préfèrent gérer un bien personnellement, les consommateurs disposent de diverses options pour investir dans l'immobilier. La possibilité d'investir dans l'immobilier sans disposer de dizaines de milliers de dollars ou plus en liquidité est plus facile que jamais grâce aux nouvelles plateformes commerciales. Avantages de l'investissement immobilier. L'immobilier est l'un des investissements les plus populaires et rentables, offrant un potentiel de réussite considérable lorsqu'il est bien fait. L'un des avantages de l'investissement immobilier est un flux de revenus stable qui pourrait potentiellement conduire à l'indépendance financière. Générer un revenu passif est possible. Vous pouvez générer un revenu passif presque exempt d'impôts en investissant dans l'immobilier. Même pendant votre sommeil, vos propriétés locatives continueront de vous rapporter de l'argent. Si vous investissez dans plusieurs propriétés locatives qui génèrent suffisamment d'argent pour couvrir vos dépenses, vous pouvez passer moins de temps à travailler et plus de temps à faire ce que vous aimez. Cela peut fournir un flux de trésorerie pour la retraite. Lorsqu'il est bien fait, l'investissement immobilier est un excellent moyen de créer de la richesse au fil du temps. Générer un flux de revenus pour la retraite est l'un des nombreux avantages de l'investissement immobilier. Cela signifie que vous pourriez utiliser l'argent de vos propriétés locatives pour compléter vos revenus de retraite.
Protection contre l'inflation. Les investisseurs immobiliers ne partagent pas la peur de l'inflation que beaucoup d'autres ressentent. L'investissement dans l'immobilier est un excellent moyen de se protéger contre l'inflation. Les revenus locatifs de votre propriété et la valeur de votre investissement augmentent lorsque le niveau des prix augmente. Ainsi, les effets à court et à long terme de l'inflation sont protégés pour les investisseurs immobiliers. L'immobilier est un investissement stable avec un revenu continu. Les investissements immobiliers ne fluctuent pas aussi drastiquement chaque jour que les investissements en bourse. Il s'agit d'un investissement fiable qui génère des revenus pour vous. Vous récoltez vos revenus récurrents, également appelés cash on cash return, périodiquement et les vendez lorsque les prix ont considérablement augmenté et que le marché est fort. Vous pouvez aider les autres en fournissant un logement. La satisfaction de donner un logement à quelqu'un d'autre est un avantage sous-estimé de l'investissement immobilier, en particulier dans l'immobilier résidentiel. Tout le monde a besoin d'un endroit où vivre, mais tout le monde n'a pas l'argent nécessaire pour acheter une maison, ce qui laisse la location comme seule option. Nous entendons souvent des histoires de propriétaires négligents, qui fournissent à certains locataires des conditions de vie proches du cauchemar. Investir dans l'immobilier résidentiel garantit qu'une famille soit logée dans des conditions sûres, saines, propres et équitables, en plus de répondre aux besoins de logement. Pour les investisseurs, l'investissement immobilier offre une variété d'options. Selon vos finances initiales, votre levier et vos préférences, vous avez la possibilité d'investir dans des maisons individuelles, des maisons multifamiliales, des terrains vacants et des immeubles commerciaux. Même si vous manquez d'expérience, vous pouvez commencer à investir dans l'immobilier dès que vous avez les fonds ou les ressources nécessaires pour acheter un bien. Les baux plus longs, un avantage de l'investissement immobilier commercial. Cela permet plus de stabilité et de prévisibilité. En effet, les entreprises préfèrent rester longtemps au même endroit. L'immobilier ne perd jamais de valeur. Mis à part le fait que les valeurs immobilières augmentent souvent, votre investissement immobilier ne peut jamais perdre de valeur, même en période difficile. Nous pensons que si vous possédez une maison, vous pourrez toujours la vendre. Contrairement aux actions, l'immobilier ne perd jamais de valeur, même lorsque sa valeur diminue. L'investissement immobilier réduit les risques. L'un des principaux avantages de l'immobilier dans un portefeuille financier est la minimisation du risque. Oui, avoir un salaire mensuel stable est un grand atout, mais la protection contre des investissements plus risqués comme les actions est souvent cruciale. L'investissement immobilier présente de nombreux avantages et est une excellente méthode pour générer un revenu passif. En raison de la demande accrue de logements, la valeur de l'immobilier augmente souvent, ce qui augmente vos chances de succès. L'investissement immobilier présente également d'autres avantages importants, au-delà des aspects financiers. Découvrez les avantages de l'investissement immobilier pour comprendre pourquoi cela constitue une excellente addition à votre portefeuille. Investir dans l'immobilier en 2023. L'augmentation des taux d'intérêt a eu un impact significatif sur le marché immobilier. En raison de la hausse des taux, les maisons sont devenues moins accessibles pour les emprunteurs, ce qui oblige les propriétaires à baisser leur prix de vente pour vendre un bien. Comme ce fut le cas pendant une grande partie de 2022 et au début de 2023. Les taux d'intérêt étaient encore relativement bas au début de 2022. Les taux hypothécaires étaient nettement plus élevés qu'en 2021, mais la Réserve fédérale n'avait pas encore augmenté les taux de manière significative. Toutefois, la Banque centrale avait précisé qu'elle se préparait à augmenter les taux de manière substantielle dans les mois à venir. Les acheteurs avisés ont donc cherché à verrouiller des taux hypothécaires réduits pour leurs acquisitions immobilières. La Fed a ensuite commencé à augmenter les taux d'intérêt à un rythme sans précédent. L'immobilier est devenu moins accessible en raison de ces hausses et de nombreux vendeurs ont baissé leurs prix. Le taux hypothécaire moyen sur 30 ans était juste en dessous de 7% au début de 2023, un niveau record. Cependant, les personnes envisageant de se lancer doivent se rappeler que l'investissement immobilier est souvent une démarche à long terme. Même si les taux d'intérêt sont élevés actuellement, il peut être judicieux de commencer à économiser pour un acompte tout en attendant une baisse des taux. Dans cette optique, voici les 5 principales stratégies pour investir dans l'immobilier. Premier,
Achetez votre propre maison. Bien que vous ne considériez généralement pas votre première maison comme un investissement, beaucoup d'autres le font. Elle offre plusieurs avantages et fait partie des meilleures options pour investir dans l'immobilier. Vos paiements mensuels peuvent être utilisés pour constituer un capital dans votre propriété plutôt que de payer un loyer, qui semble toujours augmenter chaque année. Une partie des paiements hypothécaires que vous effectuez revient dans votre poche. Cependant, il existe toujours un débat parmi les experts sur les avantages et inconvénients de la propriété. Et comme l'ont appris les acheteurs de maisons dans les années 2000, une maison n'est jamais un investissement prudent. Si vous souhaitez y vivre pendant une longue période, acheter une maison peut avoir du sens car vous pourrez verrouiller un paiement mensuel qui peut être comparable à ce que vous paieriez en loyer. De plus, les banques offrent aux emprunteurs des taux hypothécaires moins chers et des exigences d'acompte plus faibles pour les résidences occupées par leurs propriétaires, ce qui les favorise davantage. Les coûts d'intérêt peuvent également être déductibles de vos impôts. 2. Investir dans une maison à louer. Si vous êtes prêt à aller un peu plus loin, vous pouvez essayer de louer un duplex ou une maison unifamiliale en tant que propriété résidentielle. Le fait que vous soyez déjà familiarisé avec les besoins du marché rend ce type de propriété supérieur aux propriétés commerciales telles que les centres commerciaux. Une maison unifamiliale peut être un bon point de départ, à petite échelle et avec peu d'investissement. Pour une propriété résidentielle, vous pourriez l'acheter pour 20 000 ou 30 000 dollars au lieu des centaines de milliers nécessaires pour acheter une propriété commerciale. Si vous pouvez trouver une propriété en détresse par le biais d'une saisie, vous pourriez même l'acheter à un prix encore plus bas. Vous devrez verser une somme considérable en guise d'acompte, souvent jusqu'à 30% du prix d'achat. Par conséquent, cela peut être un obstacle si vous débutez et n'avez pas encore un capital important. Il pourrait être possible de contourner cela en achetant une maison de location où vous résidez également. Un autre inconvénient est que vous devrez gérer la propriété et décider, par exemple, ce qui nécessite une mise à niveau. Bien que posséder une propriété soit considéré comme une occupation passive à des fins fiscales, être propriétaire bailleur peut être tout sauf cela. De plus, même si un locataire saute un paiement, vous devez continuer à effectuer des paiements mensuels pour éviter de faire défaut sur le prêt. Troisième, envisagez le flipping de maison. Le flipping de maison est devenu populaire, mais il demande un bon sens de la valeur et plus de savoir-faire opérationnel que celui de propriétaire bailleur à long terme. Si vous suivez correctement cette méthode, vous pourriez gagner de l'argent plus rapidement que si vous étiez propriétaire bailleur. Le principal avantage de cette stratégie est éclairant et que vous pouvez gagner de l'argent plus rapidement qu'en gérant simplement votre propriété, mais elle nécessite également plus d'expérience. Les flippers de maisons identifient généralement des maisons sous-évaluées, nécessitant des réparations ou une rénovation complète. La différence entre leur prix total, prix d'achat, coût de rénovation, etc., et le prix de vente est ce qu'ils gagnent après avoir effectué les réparations nécessaires et facturé la valeur marchande pour les maisons. Les flippers de maisons doivent avoir un œil avisé pour savoir ce qui peut être réparé à un coût abordable et ce qui ne peut pas l'être. Ils doivent également estimer la valeur future potentielle d'une maison. S'ils font une erreur, leur bénéfice pourrait disparaître rapidement ou, pire encore, devenir une perte totale. Si une maison ne se vend pas immédiatement, le flipper peut être contraint de payer des intérêts sur le prêt jusqu'à ce qu'un acheteur soit trouvé. Quatrième, acheter un SCIP. Les deux stratégies d'investissement immobilier suivantes sont passives, en contraste avec les choix précédents. Les SCPI, sociétés civiles de placement immobilier, sont un excellent choix pour les investisseurs qui souhaitent des bénéfices immobiliers avec la liquidité et la facilité de la possession d'actions. De plus, vous avez droit à un dividende. Par rapport à l'investissement immobilier traditionnel, les SCPI offrent plusieurs avantages et pourraient considérablement simplifier le processus. Cependant, acheter des parts de SCPI présente aussi ses propres inconvénients. Le prix d'une part de SCPI peut fluctuer lorsque le marché change, tout comme le prix de toute action. Par conséquent, les prix des SCPI peuvent diminuer avec le marché. Cela était moins problématique pour les investisseurs à long terme qui peuvent traverser une baisse. Mais si vous devez vendre vos parts, vous ne pouvez pas obtenir ce qu'elles valent actuellement.
Vous devez analyser minutieusement les parts de SCPI que vous envisagez d'acheter à l'aide de méthodes appropriées pour un analyste professionnel. Cependant, acheter une SCPI qui détient une variété de biens immobiliers et diversifie ainsi votre exposition à une entreprise ou une industrie est un moyen d'éviter ce désavantage. Avec un peu d'argent, investir dans une SCPI est un excellent moyen de commencer, mais vous devrez y consacrer des efforts car il existe encore des moyens de perdre de l'argent avec un investissement SCPI. Cinquième, utilisez une plateforme immobilière en ligne. Vous pouvez entrer dans des projets immobiliers commerciaux plus importants en utilisant une plateforme immobilière en ligne telle que Fundrise ou CrowdStreet sans investir des centaines de milliers ou même des millions de dollars. Ces plateformes aident à mettre en relation des investisseurs et des développeurs désireux de financer des projets immobiliers et de bénéficier de profits potentiellement très lucratifs. Le principal avantage pour les investisseurs dans ce cas est la possibilité de participer à un projet lucratif auquel ils n'auraient peut-être pas eu accès autrement. Selon les détails de l'accord, les investisseurs peuvent participer à des investissements en dette ou en actions. Ces investissements pourraient générer des rendements indépendants de l'économie et des paiements en espèces, permettant aux investisseurs de diversifier leur exposition aux actifs liés au marché dans leur portefeuille. Cependant, ces plateformes ont plusieurs inconvénients. Certaines peuvent ne pas être utiles si vous n'avez pas déjà de l'argent, car elles peuvent n'accepter que des investisseurs accrédités, tels que ceux ayant une valeur nette de 1 million de dollars ou plus. Cependant, tandis que certaines plateformes peuvent exiger un investissement minimum de 25 000 dollars, d'autres vous permettent d'entrer avec seulement 500 dollars. Les plateformes facturent également des frais de gestion annuels, généralement de 1%, et peuvent ajouter des frais supplémentaires. Cela peut sembler coûteux dans un monde où les fonds communs de placement et les ETF peuvent créer des portefeuilles diversifiés d'actions et d'obligations pour aussi peu que 0% de commission. Bien que les plateformes puissent filtrer leurs investissements, vous devrez également les examiner, ce qui nécessite la capacité d'analyser l'opportunité. Les investissements ont souvent une faible liquidité et peu d'opportunités de rachat jusqu'à ce qu'un projet particulier soit terminé. Et contrairement aux investissements dans un REIT ou dans votre propriété locative, vous devrez peut-être trouver un autre contrat une fois qu'un accord est terminé et que votre investissement est remboursé, afin de continuer à faire croître votre portefeuille. Chapitre 8. Gérez le risque dans votre portefeuille d'investissement. Financièrement, un risque est la possibilité qu'un résultat ou un investissement ne produise pas les résultats ou le rendement souhaité. Le risque implique la possibilité de perdre l'intégralité de l'investissement initial ou une partie de celui-ci. Le risque est généralement quantifié en tenant compte des actions et des résultats passés. L'écart type est une mesure couramment utilisée pour mesurer le risque en finance. L'écart type calcule la volatilité des prix des actifs par rapport à leur valeur historique moyenne sur une période spécifique. Comprendre les bases du risque et la manière dont il est quantifié permet de contrôler intelligemment les risques d'investissement. Tous les types d'investisseurs et de gestionnaires d'entreprises peuvent éviter des pertes inutiles et coûteuses en prenant conscience des risques qui peuvent s'appliquer à divers scénarios et de certaines techniques globales de gestion pour les maîtriser. Les principes du risque. Tout le monde fait face à des risques quotidiens, que ce soit en conduisant, en traversant la rue, en investissant, en planifiant des capitaux ou dans d'autres activités. Les variables les plus importantes pour la gestion des risques individuels et des investissements sont la personnalité de l'investisseur, son mode de vie et son âge. Son profil de risque détermine la volonté et la résilience de chaque investisseur face au risque. En général, les investisseurs anticipent des profits plus importants pour compenser le risque accru d'investissement. Le lien entre le risque et le rendement est un concept fondamental en finance. Le rendement potentiel augmente avec le niveau de risque que l'investisseur est prêt à accepter. Les investisseurs doivent être rémunérés pour prendre davantage de risques, car ces risques peuvent se manifester de différentes manières. Par exemple, une obligation d'entreprise offre un rendement inférieur à celui d'une obligation du Trésor américain, qui est l'un des investissements les plus sûrs. Comparé au gouvernement des États-Unis, une entreprise a beaucoup plus de chances de se déclarer en faillite.
Les investisseurs reçoivent un rendement plus élevé sur les obligations d'entreprise en raison du risque de défaut plus élevé. Comme mentionné précédemment, le risque est généralement quantifié en tenant compte des actions et des résultats passés. L'écart type est une mesure couramment utilisée pour mesurer le risque en finance. L'écart type d'une valeur peut être utilisé pour évaluer sa volatilité par rapport à sa moyenne historique. Un écart type élevé indique un degré élevé de risque et de fluctuation de la valeur. Pour aider à gérer les risques liés à leurs investissements et à leurs opérations commerciales, les individus, les conseillers financiers et les entreprises peuvent adopter des plans de gestion des risques. Plusieurs théories, mesures et techniques de gestion ont été développées dans le monde académique pour mesurer, évaluer et gérer les risques. L'écart type, le bêta, la value at risk, VAR, et le modèle d'évaluation des actifs financiers, CAPM, en sont quelques exemples. Les investisseurs, les traders et les gestionnaires d'entreprises peuvent souvent réduire certains risques en utilisant différentes stratégies telles que la diversification et les positions sur dérivés après avoir mesuré et quantifié le risque. Titre sans risque. Aucun investissement ne peut être totalement sans risque, mais certains actifs présentent tellement peu de risques réels qu'ils sont considérés comme sans risque ou sans danger. Les titres sans risque servent souvent de référence pour l'analyse et la mesure du risque. Ces options d'investissement offrent un taux de rendement anticipé avec un risque minimal ou nul. Tous les types d'investisseurs se tournent souvent vers ces titres pour conserver des fonds qui doivent être immédiatement disponibles ou pour préserver des économies d'urgence. Les certificats de dépôt, CD, les comptes de marché monétaire gouvernementaux et les bons du Trésor américain sont des investissements et des titres sans risque. En règle générale, le titre de référence sans risque pour la modélisation financière est un bon du Trésor américain à 30 jours. Étant donné sa date de maturité relativement courte et la pleine foi et crédit du gouvernement américain, il présente peu de vulnérabilité aux variations des taux d'intérêt. Risques et horizons temporels. Les horizons temporels des investissements et leur liquidité influencent souvent l'évaluation et la gestion du risque. Les investisseurs qui ont besoin que leur argent soit disponible immédiatement sont plus enclins à placer leur argent dans des titres sans risque et sont moins susceptibles d'investir dans des actifs à haut risque ou dans des investissements qui ne peuvent pas être rapidement liquidés. Les horizons temporels seront également cruciaux pour le portefeuille d'investissement de tout investisseur. Les investisseurs plus jeunes peuvent être plus enclins à investir dans des actifs plus risqués avec des récompenses potentielles plus élevées s'ils disposent d'un horizon temporel plus long avant la retraite. En raison de leurs besoins accrus de fonds, les investisseurs plus âgés auront une tolérance aux risques différente. Type de risque financier. Chaque décision d'investissement et d'épargne comporte un ensemble unique de risques et de récompenses. Les risques d'investissement qui impactent la valeur des actifs sont souvent divisés en deux catégories selon la théorie financière: le risque systématique et le risque non systématique. En général, les investisseurs sont exposés à la fois aux risques systémiques et non systémiques. Les risques systémiques, généralement appelés risques de marché, sont des risques qui pourraient affecter la majorité du marché ou l'ensemble de l'économie. Le risque de marché est la possibilité de perdre de l'argent sur des investissements en raison de risques politiques et macroéconomiques qui influencent la performance du marché. Il est difficile de réduire le risque de marché par la diversification du portefeuille. Le risque de taux d'intérêt, le risque d'inflation, le risque de change, le risque de liquidité, le risque national et le risque sociopolitique sont quelques autres catégories courantes de risques systématiques. Le risque non systématique, généralement appelé risque spécifique ou idiosyncratique, affecte uniquement un secteur de l'économie ou une entreprise particulière. Le risque de perdre de l'argent sur un investissement en raison d'un risque propre à une entreprise ou à un secteur est connu sous le nom de risque non systématique. Parmi les exemples, on trouve un rappel de produit, un changement de direction, une modification de la réglementation pouvant nuire aux ventes d'une entreprise ou l'entrée d'un nouveau concurrent pouvant voler des parts de marché à une entreprise existante.
La diversification est une stratégie utilisée par les investisseurs pour contrôler le risque non systématique en investissant dans divers actifs. Il existe diverses autres catégories de risques, en plus des risques systématiques et non systémiques généraux, tels que risque commercial, la viabilité de base d'une entreprise, la question de savoir si une entreprise peut réaliser suffisamment de ventes et générer suffisamment de revenus pour couvrir ses coûts d'exploitation et réaliser un bénéfice, est appelée risque commercial. Le risque commercial concerne tous les coûts supplémentaires qu'une entreprise doit payer pour continuer à fonctionner, tandis que le risque financier concerne les coûts de financement, les salaires, les coûts de production, la location des locaux, les charges administratives et de bureaux figurent parmi ces coûts. Le coût des biens, les marges bénéficiaires, la concurrence et le niveau global de la demande pour les biens ou services fournis par une entreprise influencent tous le risque commercial de l'organisation. Un risque commercial appelé risque opérationnel peut être lié aux pannes de système, aux erreurs humaines, à la fraude ou à d'autres dysfonctionnements internes pouvant affecter négativement la performance financière d'une entreprise. Les risques opérationnels peuvent être contrôlés en mettant en place des contrôles internes efficaces, des procédures et des systèmes. Les entreprises et les investissements peuvent être exposés à des risques juridiques résultant de modifications législatives, de nouvelles règles ou de poursuites judiciaires. Les risques juridiques et réglementaires peuvent être abordés par des programmes de conformité, la surveillance des changements de règles et la consultation juridique en cas de besoin. Risque de défaut ou de crédit. Le risque de crédit ou de défaut est la probabilité qu'un emprunteur ne puisse pas honorer ses engagements financiers, y compris le paiement des intérêts ou du principal contractuel. Les investisseurs obligataires sont particulièrement concernés par ce risque car ils détiennent des obligations dans leur portefeuille. Le dernier niveau de risque de défaut, et donc les rendements les plus faibles, est associé aux obligations d'État, en particulier celles émises par le gouvernement fédéral. En revanche, les obligations d'entreprise ont généralement le plus grand risque de défaut et les taux d'intérêt les plus élevés. Les obligations de qualité investissement ont une faible probabilité de défaut, tandis que les obligations à haut rendement ou junk bonds ont une probabilité plus élevée. Les agences de notation obligataires comme Standard et Poor's, Fitch et Moody's peuvent être utilisées par les investisseurs pour distinguer les obligations de qualité investissement des obligations à haut risque. Risque pays. Le risque pays est la possibilité qu'un pays ne puisse pas honorer ses obligations financières. Tous les autres instruments financiers d'un pays, ainsi que ceux d'autres pays avec lesquels il entretient des relations, peuvent mal performer lorsque ce pays fait défaut sur ses dettes. Les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les options et les contrats à terme émis dans un pays donné sont soumis au risque pays. Les pays ayant les plus grands déficits ou les marchés émergents sont plus susceptibles de connaître ce risque. Risque de taux de change. Lorsque vous effectuez des investissements dans d'autres pays, il faut prendre en compte les taux de change car ils peuvent influencer la valeur d'un actif. Le risque de change, risque de taux de change, est un risque qui s'applique à tous les instruments financiers libellés dans une monnaie différente de votre monnaie locale. Par exemple, même si vous vivez aux États-Unis et achetez des actions canadiennes libellées en dollars canadiens, vous pourriez toujours perdre de l'argent si la valeur du dollar canadien baisse par rapport au dollar américain. Risque de taux d'intérêt. Le risque de taux d'intérêt se réfère à la possibilité de changement de la valeur d'un investissement en raison de l'altération de la courbe des rendements, du changement du montant absolu des taux d'intérêt, de la différence entre deux taux ou de toute autre relation entre les taux d'intérêt. Ce type de risque, qui a un impact plus direct sur les valeurs des obligations que sur les prix des actions, représente un danger important pour tous les détenteurs d'obligations. Sur le marché secondaire, les prix des obligations chutent à mesure que les taux d'intérêt augmentent. Le risque de réinvestissement est lié au risque de taux d'intérêt. Il existe une possibilité qu'un investisseur ne puisse pas réinvestir les flux de trésorerie d'un investissement au même taux de rendement que l'investissement initial, comme les intérêts ou les dividendes.
Le risque de réinvestissement est crucial pour les investissements à revenus fixes, comme les obligations, car ils sont vulnérables aux tendances des taux d'intérêt changeants. Les investisseurs peuvent réduire le risque de réinvestissement en diversifiant leur portefeuille, en échelonnant leurs investissements ou en choisissant des dates d'échéance variées. Risque politique. Le risque politique est la possibilité que les profits d'un investissement soient négativement impactés par des troubles politiques ou des changements dans un pays. Ce risque peut résulter d'un changement dans l'exécutif, la législature, d'autres décideurs de politique étrangère ou du commandement militaire. Ce risque, également appelé risque géopolitique, devient de plus en plus important à mesure que l'horizon temporel d'un investissement s'allonge. Risque de contrepartie. Le risque de contrepartie est la possibilité, ou la probabilité, qu'une des parties à une transaction viole un engagement légal. Les transactions de crédit, d'investissement et de trading peuvent être soumises au risque de contrepartie, notamment si elles se déroulent dans des marchés de gré à gré, OTC. Le risque de contrepartie est présent dans les produits financiers d'investissement tels que les actions, les options, les obligations et les produits dérivés. Risque de liquidité. Le risque de liquidité se rapporte à la capacité d'un investisseur à vendre son investissement en échange de liquidité. Les investisseurs exigent généralement une prime pour les actifs illiquides afin de compenser le temps qu'ils ont dû maintenir des titres difficiles à vendre. Risque de modèle. Ce risque découle de l'utilisation de modèles financiers pour évaluer les risques, fixer les prix des instruments financiers ou prendre des décisions d'investissement. Le risque de modèle peut apparaître si le modèle repose sur de fausses hypothèses, des informations erronées ou des techniques défectueuses, ce qui pourrait entraîner des projections incorrectes et des conséquences financières défavorables. Le risque de modèle peut être contrôlé en évaluant et en analysant régulièrement les modèles financiers et en utilisant plusieurs modèles pour vérifier les résultats et les projections. Risque versus récompense. Le compromis entre risque et rendement équilibre le désir de prendre le moins de risques possible tout en obtenant les meilleurs profits. En règle générale, des niveaux élevés de risque sont associés à des rendements potentiels élevés, tandis que des niveaux faibles de risque sont associés à des rendements potentiels faibles. Chaque investisseur doit déterminer le niveau de risque qu'il est prêt et capable de prendre en échange du rendement souhaité en fonction de variables telles que l'âge, le revenu, les objectifs d'investissement, les exigences de liquidité, l'horizon temporel et la personnalité. Il est essentiel de se rappeler que l'augmentation du risque ne se traduit pas toujours par de plus grandes récompenses. Le compromis entre risque et rendement suggère que les investissements avec des risques plus élevés peuvent entraîner de meilleurs rendements, mais ils n'apportent aucune garantie. Le taux de rendement sans risque, ou le taux de rendement potentiel d'un investissement sans risque, se situe à l'extrémité inférieure du spectre des risques. Il représente le taux d'intérêt que vous pourriez anticiper d'un investissement totalement sans risque sur une période donnée. Théoriquement, vous devriez vous attendre à recevoir le taux de rendement sans risque comme rendement minimal sur tout investissement, car vous ne prendriez pas de risque supplémentaire à moins que le taux de rendement potentiel ne soit plus élevé. Risque et diversification. La diversification est la méthode la plus fondamentale et efficace pour réduire le risque. Les principes de corrélation et de risque sont essentiels dans le processus de diversification. Un portefeuille bien diversifié comprendra une variété de titres provenant de divers secteurs, avec des niveaux de risque et de corrélation des rendements variables. La diversification est le facteur le plus important pour aider un investisseur à atteindre ses objectifs financiers à long terme tout en réduisant le risque, bien que la plupart des spécialistes en investissement s'accordent à dire qu'elle ne peut pas garantir contre une perte. La planification et l'assurance d'une diversification adéquate peuvent se faire de plusieurs manières, notamment diversifier les véhicules d'investissement de votre portefeuille, tels que la trésorerie, les obligations, les fonds communs de placement, les ETF, les actions et d'autres types de fonds. Recherchez des investissements dont les rendements n'ont historiquement pas fluctué de la même manière ou dans la même mesure. Ainsi, même si une partie de votre portefeuille perd de la valeur, le reste peut encore augmenter.
Gardez vos investissements diversifiés au sein de chaque catégorie. Incluez des titres qui diffèrent en fonction de la capitalisation boursière, de la géographie, du secteur et de l'industrie. Combiner plusieurs types, tels que la croissance, le revenu et la valeur, est également judicieux. Les obligations devraient également prendre en compte diverses maturités et caractéristiques de crédit. Incluez des titres avec différents niveaux de risque. Il n'est pas nécessaire de choisir uniquement des actions blue chip. En réalité, l'inverse est souvent vrai. Sélectionner des actifs avec divers taux de rendement garantira que les gains importants équilibrent les pertes dans d'autres domaines. Gardez à l'esprit que la diversification de votre portefeuille est un processus continu. Les entreprises et les investisseurs effectuent des bilans ou rééquilibrages réguliers pour s'assurer que le degré de risque dans leur portefeuille est cohérent avec leur stratégie financière et leurs objectifs. La diversification de portefeuille peut-elle offrir une protection contre le risque? La diversification de portefeuille est une tactique utile pour contrôler les risques non systématiques, risques liés à des entreprises ou des industries spécifiques. Mais elle ne peut pas se prémunir contre les risques systémiques, risques affectant l'ensemble du marché ou une grande partie de celui-ci. La diversification ne peut pas éliminer les risques systémiques comme les risques liés au taux d'intérêt, à l'inflation et au change. Cependant, en considérant d'autres stratégies comme la couverture, en investissant dans des actifs moins liés aux risques systémiques ou en modifiant l'horizon temporel de l'investissement, les investisseurs peuvent encore atténuer l'impact de ces risques. Comment la prise de risque et les décisions d'investissement varient-elles en fonction de la psychologie des investisseurs? La prise de risque et les décisions d'investissement sont fortement influencées par la psychologie des investisseurs. Les décisions d'investissement des investisseurs individuels peuvent être influencées par leur perception du risque, leurs expériences passées, leurs biais cognitifs et leurs réponses émotionnelles. Par exemple, l'aversion à la perte est un biais cognitif qui pousse les gens à être plus sensibles aux pertes potentielles qu'aux gains. L'aversion à la perte peut amener les investisseurs à être trop prudents et à éviter les investissements risqués qui pourraient offrir de meilleurs rendements. Les investisseurs peuvent prendre des décisions plus éclairées et rationnelles sur leur tolérance au risque et leur stratégie d'investissement en étant conscients de leurs biais et tendances psychologiques. En conclusion, nous faisons tous face à des risques quotidiens, que ce soit en allant au travail, en surfant sur une vague de 18 mètres, en faisant des investissements ou en dirigeant une entreprise. Le risque est la probabilité qu'un investissement ne produise pas les résultats escomptés ou entraîne une perte. Dans le secteur financier, le risque désigne la probabilité que le rendement réel d'un investissement diffère de celui prévu. L'évaluation régulière des risques et la diversification sont les moyens les plus efficaces pour contrôler le risque d'investissement. La diversification peut augmenter les rendements en fonction de vos objectifs et du degré de risque souhaité, même si elle ne garantit pas les gains ni ne protège contre les pertes. Les investisseurs et les gestionnaires d'entreprises peuvent atteindre leurs objectifs financiers en réalisant des investissements avec lesquels ils se sentent le plus à l'aise, en trouvant le bon équilibre entre risque et rendement. Conclusion. La manière la plus simple de commencer est de débuter dès que vous avez déterminé vos objectifs financiers et où vous souhaitez investir. Pour renforcer votre confiance et investir davantage d'argent à long terme, il peut être judicieux d'essayer d'abord la plateforme choisie avec une somme plus petite. Il n'y a pas de période spécifique pendant laquelle vous devez maintenir vos investissements, mais nous vous conseillons de les conserver pendant au moins 5 ans afin d'équilibrer les hauts et les bas. Vos objectifs financiers devraient déterminer la durée de votre investissement. Par exemple, si vous avez 35 ans et que vous souhaitez prendre votre retraite à 55 ans, vous devrez investir pendant au moins 20 ans. Comme pour tout investissement, vous ne devez investir que si vous êtes prêt à laisser votre argent investi pendant quelques années, tout en étant conscient qu'il existe une possibilité de perdre ou de gagner de l'argent. Vous ne devez pas dépenser immédiatement de l'argent dont vous pourriez avoir besoin, comme vos réserves d'urgence. Nous vous remercions d'avoir écouté l'un de nos livres audio captivants. Pour plus d'expériences immersives, voici un autre livre audio qui, nous en sommes certains, vous plaira. N'oubliez pas de montrer votre soutien en mettant un like à cette vidéo,
en partageant ce que vous avez aimé dans ce livre audio dans la section commentaires ci-dessous et en vous abonnant à la chaîne pour d'autres livres audio captivants comme celui-ci. Merci de faire partie de notre communauté de livres audio.